L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de musique du monde, puis de fin du monde avec un point d'interrogation quand même, et enfin de snow scoot avec un ancien champion du monde. Et l'ancien champion du monde, il est là, Manu Fouché. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes un des vétérans, on peut dire, du snow scoot, un des précurseurs en tout cas de cette glisse un peu particulière. À côté de vous, Lydie Badin, qui elle pratique le snow scoot depuis moins longtemps, 3 ans je crois. Oui, seulement. Voilà, on verra ça avec vous, puisqu'il y a les championnats de France qui se dérouleront ce week-end chez nous en Isère à Champs-Rousse. En face, je ne suis pas sûr que ce soit un spécialiste du snow scoot, Benoît Thibert. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le directeur du festival Détour de Babel, un festival dédié aux musiques du monde, entre autres et qui démarre lui aussi ce week-end sur l'agglomération grenobloise. Et puis à côté de vous, Stéphane Labranche. Bonjour Stéphane. Bonjour. Sociologue du climat. On va se rendre compte tout à l'heure que vous avez un petit accent qui ne vient pas forcément du Dauphiné. Vous êtes originaire du Québec, mais vous êtes installé à Grenoble depuis une vingtaine d'années. Ça consiste en quoi votre travail? Sociologue du climat, ça veut dire quoi? Ouais, c'est un drôle d'animal en fait. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est un petit peu c'est un mélange de quelques petites choses différentes. En fait, ce que j'essaie de comprendre, ce sont les interactions entre la société et le climat, dans les deux sens, mais aussi comment les gens réagissent au climat, puis comment on essaie de s'y préparer. Donc, j'essaie de comprendre les freins et les moteurs au changement qui vont nous amener vers une société compatible avec le changement climatique. Alors, vous avez participé aux travaux du GIEC, qui est un groupe d'experts international qui se réunit régulièrement pour croiser, on va dire, leurs travaux sur cette thématique qui est assez large. Oui, c'est ça. J'ai travaillé sur le 5e rapport, le dernier rapport qui est sorti. Il y en a un autre qui va sortir l'année prochaine. Et en fait, ce rapport consiste à faire un énorme, mais je veux dire bien énorme résumé de la connaissance scientifique dans tout le monde sur le climat. Donc, c'est un résumé d'environ 3000 pages. Des résumés qui sont souvent un peu alarmants. C'est le cas aussi de ce dernier. Oui. Alors, le GIEC publie également des petits rapports chaque année, plus courts. Et le dernier, qu'on appelle le rapport à plus 2 degrés, tente de faire passer le message que si on dépasse de plus 2 degrés et qu'on risque très fortement de le dépasser, en fait, on va avoir des gros impacts, des gros changements auxquels il va faire face. Sur l'agriculture, sur la forêt, sur la biodiversité, sur les maladies et notamment sur la pluviométrie. Donc là, en général, où il pleut trop, il va pleuvoir encore plus, donc plus de moussons, plus d'inondations dans le monde. Et à l'inverse, là où c'est déjà un peu trop sec, on va avoir un processus d'aridification encore plus grand. Les États s'étaient engagés, je crois, à ne pas dépasser 1,5 degré d'augmentation d'ici la fin du siècle. Depuis, les objectifs, entre guillemets, ont été revus à la hausse. Il y a même des prévisions à plus de 5 degrés d'ici quelques décennies qui, effectivement, entraîneraient des conséquences assez désastreuses sur la planète et sur notre vie au quotidien. Oui. Alors, à plus 5 degrés, on pourrait s'approcher d'une extinction de masse. Parce que le changement climatique n'est qu'un problème parmi d'autres, des pressions qu'on met sur la nature et sur l'environnement. Mais les scénarios les plus probables, on ne va pas aller jusqu'au plus 5 parce qu'il n'est pas probable. Le scénario le plus probable en ce moment, il est de plus 3 degrés. Donc, on va s'en ressentir des impacts, il va y avoir des effets. Ils vont être encore gérables, mais il y a des endroits du monde où ça va être très difficile. Vous êtes sensible, Benoît, Manu, Lydie, à ça, au réchauffement climatique, au fait que l'humanité pourrait être menacée? Alors peut-être pas nos générations, mais les quelques-unes qui vont venir derrière? C'est difficile de ne pas être sensible à ce sujet qui est quand même le grand sujet aujourd'hui, en tout cas un des grands sujets de société à l'échelle de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que... D'ailleurs, on a eu l'occasion de travailler sur le sujet autour d'une création qui était une façon aussi de mettre en avant et de mettre en musique, en quelque sorte, pour toucher les spectateurs sur des problématiques de climat, avec Stéphane qui était venu apporter sa contribution. Et comme on invite des artistes qui viennent du monde entier, notamment de pays dits du Sud, et on se rend compte qu'effectivement, ce sont des problématiques qui, pour eux, sont encore plus cruciales que pour nous ici en Occident.
Est-ce que, Stéphane, toute la population a pris conscience de ce danger, ou il y a encore, dans certains pays, ou même chez nous en France, catégorie de gens pour qui ça reste très secondaire, voire inexistant, ces problèmes de réchauffement climatique? Alors, ça dépend de ce que vous voulez dire par prendre conscience. Connaître le changement climatique, savoir qu'il y a un changement climatique, c'est à peu près tout le monde à différents degrés. On comprend plus ou moins bien certaines choses, mais voilà. L'intégrer dans sa vie quotidienne? L'intégrer dans la vie quotidienne et commencer à changer de comportement, de pratique, de mobilité, d'alimentation, de faire de la rénovation énergétique sur les bâtiments, etc., etc. Ça, c'est plus compliqué. Alors, l'affaire du siècle a déposé ce jeudi un recours contre l'État pour inaction climatique. L'affaire du siècle, c'est une pétition initiée par de nombreuses associations, organisations environnementales, qui a réuni en quelques mois plus de 2 millions de signatures. On voit là des personnalités comme Juliette Binoche qui sont associées à ce mouvement. Est-ce que vous l'avez signé, Stéphane, cette pétition? Non, je ne l'ai pas signé. Pour des raisons personnelles, d'attitude que j'ai, moi, à l'égard des pétitions. Je suis très surpris par l'ampleur de la chose. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été surpris, d'ailleurs. 2 millions de signataires. Oui, et c'est qui est très, très bon signe. Je pense que ça envoie un signal, non pas seulement à l'égard des élus, des pouvoirs publics, mais aussi à l'égard d'une autre tranche de la population qui peut-être ne comprend pas à quel point c'est effectivement très sérieux et que c'est urgent, qu'on est dans l'urgence. L'autre point là-dessus aussi, je pense que ça atteint un public peu sensibilisé ou en tout cas peu en contact avec ce type de message. Je pense aux 10-15 ans qui regardent YouTube et dont les nouveaux héros sont les YouTubeurs. Et là, on a les YouTubeurs les plus connus de France qui se sont engagés. Et je pense que ça a un effet sur cette génération-là en particulier, en fait. Est-ce que pour vous, l'État est coupable de non-assistance à Planète en danger? Ça, c'est la dernière raison pour laquelle je n'ai pas signé. Je pense que l'État français en particulier, et franchement, je ne suis pas français, donc je n'ai pas à le défendre si je ne voulais pas, mais a fait des efforts considérables depuis 15 ans. Quand on regarde, quand j'ai commencé à travailler sur le changement climatique en 2005, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il ne faut pas se leurrer. On faisait des expériences, on se disait « Ah, c'est bien, ça a fonctionné », on ne savait pas pourquoi. Et quand ça ne fonctionnait pas, on ne savait pas pourquoi non plus. Maintenant, on a un gros retour sur expérience. On a beaucoup appris. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis en œuvre. Les plans climat-énergie territoriaux obligatoires en France sont pratiquement uniques dans le monde. Donc, je trouve que sur la vitesse d'apprentissage, la vitesse de mise en exécution, d'opération de mesures de politique publique, on va très, très vite. Est-ce qu'on va assez vite pour le changement climatique et la crise? Peut-être pas. Mais en tout cas, sur la vitesse à laquelle on tente de faire des choses, moi, je suis plutôt surpris. Donc, Nos présidents en parlent en tout cas de ce changement climatique depuis une vingtaine d'années. On voit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et puis évidemment Emmanuel Macron ont des discours très volontaristes. On a parfois l'impression, et c'est le sentiment que peuvent donner aussi les militants écologistes, qu'il y a une forme d'impuissance. Cyril Dion, réalisateur du film Demain, disait il y a quelques jours à Grenoble, puisqu'il était l'invité de la Biennale des villes en transition, qu'il avait rencontré Emmanuel Macron il y a peu de temps et qu'Emmanuel Macron lui avait demandé comment on fait alors pour essayer entre guillemets de sauver la planète. Ça peut faire peur si même notre président de la République n'a pas les solutions en main. Un des problèmes, c'est que c'est un problème global avec des causes globales qui sont extérieures à la France. Donc la France peut faire énormément de progrès et de projets et ça ne sera jamais assez de toute façon, mais il y a les autres aussi qui doivent s'y mettre. Alors, c'est la question un petit peu du colibri. Si je ne participe pas, je fais partie du problème. Et si je participe, j'aide un petit peu à la solution, mais pas grand-chose non plus. Donc, c'est vraiment un projet collectif, dans le sens collectif global et humain dans lequel il faut s'embarquer. Et heureusement que ce type de... Bon, pour la pétition, je suis bien d'accord parce que ça fait bouger les choses. Ça fait mousser les choses, ça fait bouger. Mais ensuite, la mise en pratique, c'est autre chose. Chacun de nous, dans notre quotidien, on a des tensions. Hein, on a envie de confort, on a envie de prendre sa voiture, on n'a pas envie d'avoir froid en vélo quand il pleut. Pourtant, on sait bien que le vélo, c'est meilleur que la voiture pour ça, et puis pour la santé, et puis c'est agréable. Mais quand il fait bleu, il fait pas beau, il fait 0 degré, et puis il pleut, c'est pas agréable. Le vélo, c'est pas vrai. Il faut être maniaque pour en faire quand même. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que chacun dans notre... Puis le pays, c'est la même chose. C'est qu'on a des envies d'être plus écolo, puis on a des envies d'être plus de confort, d'avoir des nouveaux gadgets qui sortent. Il y a tout ça. Donc, il y a des injonctions contradictoires. Et il y a des envies contradictoires aussi. Donc ça, il faut, en tant que sociologue, c'est
C'est pas béni à une Didier. richesse, ça. Ah ben, complètement. Vous pensez que les Français arriveront à justement changer de façon massive leur mode de vie pour s'adapter à ces défis? Vous faites des prévisions comme ça dans vos recherches? Oui, j'ai participé à une recherche il n'y a pas longtemps sur zéro émission nette à 2050. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tenté en fait de dire il y aura autant de résistants qu'aujourd'hui, il y aura autant de moteurs et de variables qu'aujourd'hui, des gens qui veulent pas parfois. Mais ces gens-là, on va habiter dans des bâtiments plus efficaces. On va se déplacer grâce à des moyens plus efficaces. Donc, il y a des gens qui vont aller plus loin que la moyenne, d'autres qui vont vouloir un peu freiner, mais on va vivre dans un contexte qui va être beaucoup plus compatible avec le changement climatique qu'il ne l'est maintenant. Enfin, c'est l'espoir. Donc vous restez optimiste? Bizarrement, je suis plus optimiste maintenant que je l'étais il y a 10 ans parce que je pense qu'on a beaucoup appris. Bon, ben voilà, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir un peu. J'aurais peut-être changé. Si votre optimisme du moment s'est révélé bien inspiré. Vous aimez la musique, Stéphane? Énormément, moi. Bon, chez Oui, vous, oui. c'est Céline Dion qui trace peut-être encore, non? Moi, je suis musique du monde aussi, donc je suis très sensible au détour de Babel, en fait. Bon, bah, ça tombe bien parce que je suis pas sûr que Céline Dion. Alors, on parlait de Cyril Dion, qui est le réalisateur du film Demain. Céline Dion, qui est une chanteuse québécoise que tout le monde connaît. Je suis pas sûr que ce soit l'influence principale du Festival des Tours de Babel, Benoît. On n'est pas très mainstream, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui le font. Enfin, il y a une industrie musicale qui est très, très efficace dans ce domaine. Bon, elle est peut-être un peu trop formatée pour votre événement. C'est la 9e édition des Tours de Babel, et qui est un festival qui permet justement, effectivement, de découvrir des artistes qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir entendre à la télé, à la radio. Vous allez dénicher des pépites un petit peu partout sur la planète. On va dénicher des pépites, et surtout, on donne la possibilité aux Grenoblois et aux Isérois de pouvoir écouter des musiques qu'ils n'ont pas l'occasion d'écouter dans les salles, précisément parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en création. Et alors c'est vrai maintenant on dit que c'est un festival de musique du monde, et alors que ça nous rappelle que nous, on fait partie du monde aussi. Et souvent, quand on pose musique du monde, c'est plutôt un regard un peu, une oreille un peu exotique qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres cultures, alors que nous faisons partie du monde. Et c'est ça qui change aujourd'hui par rapport à ce terme musique du monde qui date plutôt des années 80-90, où on avait un regard différent par rapport à l'altérité. Et l'idée pour nous, c'est de faire se rencontrer. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a. En fait, on est dans une... Et d'ailleurs, les problématiques de climat le disent, c'est qu'on est dans une planète, on fait tous partie du même... On est tous sur le même vaisseau aujourd'hui. C'est d'autant plus crucial que les questions de problématiques de climat se posent et se poseront de plus en plus. Donc, on fait partie du monde. Et ce qui est intéressant avec les musiques des cultures d'ailleurs, c'est qu'elles ont des représentations du monde qui sont tout à fait intéressantes et qui nous permettent de croiser nos représentations du monde, de voir quel est le regard que peuvent porter les cultures qui portent ces musiques-là, qui est un regard différent, qui est très enrichissant. C'est comment finalement l'autre, dans sa différence, nous apporte et nous nourrit et nous enrichit. Et ça, à notre petite mesure, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant et d'encourager quand on monte des projets de création qu'on présente en première à Grenoble avec des artistes qui viennent de partout dans le monde. Alors, comme le monde est très divers, votre programme est éclectique chaque année. Difficile d'ailleurs à présenter comme ça en quelques minutes. Hein. Alors, c'est difficile à présenter et c'est pour ça qu'on a créé aussi des formats. Parce que le temps du festival, c'est un temps festif aussi, c'est un temps de convivialité, de rencontre. Et cette rencontre, elle a lieu aussi à travers évidemment dans les concerts dans les salles, où on est plutôt dans une approche un peu frontale, on écoute, mais il y a aussi les brunchs, les salons de musique, les moments festifs, qui ont de plus en plus de succès et qui prouvent que finalement le festivalier a envie qu'on lui propose des parcours un peu inédits, un peu exceptionnels. Et le succès depuis ces dernières années des brunchs qu'on organise nous ont même incité à en faire un nouveau qui va se passer en clôture du festival dans un lieu magnifique. 3 semaines, ça dure 3 semaines le festival, il y a plus de 80 rendez-vous musicaux au programme. On peut retrouver l'intégralité dans ce petit guide. Il faut prendre un petit peu de temps quand même pour... Voilà, il faut se laisser déboussoler. vous guidez le public parce que quand on regarde, quand on n'est pas un spécialiste, on ne reconnaît pratiquement aucun nom. Donc, ce n'est pas facile de faire un choix. Non, il y a quelques têtes d'affiche, mais je pense qu'il faut avoir envie d'aller à la découverte. Alors, il y a quand même quelques repères. On donne des indications de style, même si moi, j'aime pas trop ça, précisément parce qu'on est plutôt dans la transversalité. Et puis, on essaie, à travers la manière dont on présente les projets,
de mettre l'eau à la bouche, de donner envie au public d'aller vers des musiques qu'il ne connaît pas. La tête d'affiche, il y a Goran Bregovic ce week-end. Il y aura André Manoukian, le pianiste de jazz, très connu aussi par ses prestations à la télé, qui sera là au mois d'avril. Alors les deux concerts sont complets. Oui. C'est aussi un peu le but des têtes d'affiche, c'est d'attirer le public. Il y a du rap aussi qui vient s'insérer dans cette programmation. C'est peut-être nouveau ça pour Détour de Babel? C'est pas nouveau parce qu'on a déjà travaillé avec des rappeurs, ou en tout cas des artistes qui viennent de la culture, des cultures urbaines. Et cette année, il y a plusieurs projets. Il y a deux projets qui font se rencontrer des artistes qui viennent de la scène du jazz, donc notamment Médéric Collignon, avec une jeune rappeuse qui s'appelle celle qu'on voit, là, qu'on entend. Pumpkin. C'est une première. Et on va avoir aussi une rappeuse décapante, mais que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Kazé, qui va venir avec deux musiciens qui viennent de Guadeloupe et qui va parler justement de ce rapport entre la métropole et la France d'outre-mer. Et les Antilles. Et toute l'histoire qui est liée à cette... Alors Pumpkins qu'on vient de voir, là, sera le vendredi 22 mars à Voiron, puisque vous essaimez dans différentes salles de l'agglomération et même du département. Oui, on est dans 40 lieux d'une vingtaine de communes de Grenoble, l'agglomération du département. Parler de ces brunchs dimanche qui réunissent un public assez large sur une programmation de nombreux concerts. Le premier, il est à Grenoble, rue Trécloître, ce dimanche. Et le dernier, vous l'avez évoqué, ce sera en clôture du festival, le 7 avril, sur ce fort barreau, très connu aussi de notre patrimoine isérois, dans la vallée du Grésivaudan. Alors c'est un lieu que j'adore, qui est magnifique et qui est très bien situé finalement, puisqu'il est au cœur des trois massifs. Des massifs. Et c'est un lieu qui de plus en plus accueille des événements culturels. Donc, quand à un moment donné, on a été en discussion avec le département pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble dans le cadre de leur grande opération qui s'appelle Paysage, puis qui a lieu au printemps cette année. On s'est dit, on leur a proposé de faire un grand brunch XXL à l'échelle de ce lieu qui est évidemment très très grand et qui va permettre au public de pouvoir découvrir le lieu, découvrir des artistes dans ce lieu, mais répartis dans tout l'espace, dans les casemates, dans la salle Vauban, à l'extérieur aussi, donc devant le magnifique panorama de Beldon. Et puis d'autres lieux qui foncent avec des expositions, des installations, des concerts, des performances et qui vont, je pense, être un grand moment de clôture du festival. Bon, ça sera donc le 7 avril à Barreau. Télégramme, qui est partenaire de ce festival depuis plusieurs années, vous propose régulièrement sur notre antenne des captations, des concerts. Là, on voit les Tambours de Brazza qui étaient invités en 2018, qu'on a diffusé cet été. Il y aura d'autres, évidemment, captations au cours de cette édition 2019. Vous retrouvez tout le programme complet sur le site détourdebabel.fr. Autre actualité pour vous, Benoît, la rentrée, le Centre international des musiques nomades que vous dirigez va s'installer dans un nouveau lieu, le théâtre Sainte-Marie d'en-Bas, donc c'est dans le quartier Trécloître, là où vous faites votre brunch. Je ne pense pas que vous serez trop dépaysé. Ça va changer quelque chose pour vous, pour le festival? Pour nous, c'est important. Ça fait longtemps qu'on avait sollicité la ville de Grenoble pour avoir un lieu, parce que finalement, le festival, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, mais tout le travail qui se passe dans l'année, c'est un travail de commande d'écriture, de résidence, on invite des artistes à travailler, de projets qui rassemblent aussi, des projets participatifs qui rassemblent des amateurs, des professionnels. Donc ce travail toute l'année, pour nous, le développement de ce travail toute l'année supposait d'avoir un lieu qui nous permet de pouvoir, d'une fabrique en quelque sorte, qui nous permet d'accueillir des artistes. Et donc, on a déposé un projet quand il y a eu cet appel à projet pour le théâtre Sainte-Marie d'en-Bas, qui a été retenu par la ville et donc validé par le conseil municipal, ce qui veut dire qu'à partir de septembre, nous resterons nomades dans l'esprit, mais nous aurons quand même un bivouac qui nous permettra de construire des projets, d'être à l'écoute du quartier, à l'écoute des musiciens locaux et de pouvoir accueillir aussi dans de bonnes conditions de travail, de résidence, des artistes qui viennent de partout dans le monde. Bon, puis on l'a vu sur ces images, un 50 bases chargé d'histoire, qui fait partie du patrimoine de la ville, cette ancienne chapelle transformée
en théâtre. Alors nous aussi on est éclectique dans cette émission, après le climat, après la musique, on va finir avec la glisse. Manu Fouché et Lydie sont des adeptes du snow scoot. Vous êtes même venu, Manu, avec un engin sur notre plateau. Vous êtes un des précurseurs de cette discipline. Ça fait quoi, une 25 ans que ça existe, le snow scoot? Le snow scoot est apparu début des années 90 avec une production à partir de 91-92. Alors moi, j'ai pas des images des années 90, j'ai des images de 2007 d'une compétition à Champs-Rousse, à laquelle je pense que vous avez participé. Je sais pas si je vous ai pas reconnu sur ces images, mais Non, j'étais pas pas trop sur les images. pas en mais, piste. j'ai eu gagné deux titres en 2007 en border cross et en descente. Et il y avait une 70-80 participants. 2 titres mondiaux, hein, c'était Oui, 2 titres mondiaux. Oui. les championnats du monde. Ça se pilote comment un snow scoot? Alors bon, là on voit des champions, hein, qui sont à l'image capables de faire des figures, mais pour Monsieur Tout le Monde, Lydie, je crois que vous avez commencé il y a 3 ans cette discipline. Qu'est-ce qui vous a attiré Alors, parce que c'est très ludique, c'est un sport de glisse très, très facile d'accès. Voilà, c'est très confortable, on n'a pas les pieds dans des chaussures inconfortables, on a des après-ski, on n'a pas les pieds attachés non plus. Voilà, et ça s'acquiert de manière très facile en quelques heures pour quelqu'un qui sait bien glisser. Pour moi, ça a été un petit peu plus long parce que voilà, une grosse frayeur face à la pente. Voilà, donc, mais ça s'acquiert très facilement. C'est pas un sport extrême, comme on peut le dire, ni un sport dangereux. Voilà, il peut se pratiquer par les femmes. Moi, j'en fais depuis 3 ans et par les enfants. Voilà, et c'est ludique, c'est spectaculaire. Moi, j'aime énormément regarder voilà, quand ils descendent. C'est joli à regarder. Voilà. Je fais pas de compétition, mais quand il y a des compétitions, je les prends en photo. Voilà, et voilà, c'est joli. La cohabitation dans les stations de ski, sur les pistes, on a le droit de faire du snow scoot? Comment ça se passe? Maintenant, la plupart des stations autorisent le snow scoot. On a eu un gros problème pendant une vingtaine d'années au début, parce que c'est géré un petit peu par les mairies ou par certains syndicats de remontée. Et c'est un engin qui a besoin d'un avis STRM, qui est délivré en général chaque année et qui nous autorise au niveau de la déclivité des pentes, au niveau des téléskis, et après sur des télésièges, après c'est avec des débrayables. En général, c'est autorisé. Les 3/4 des domaines sont autorisés. Après, il y a quelques stations qui sont encore réfractaires, malheureusement. On ne sait pas pourquoi, et dont certaines qui sont très axées sur le VTT l'été, mais l'hiver, le snow scoot est... Oui, parce que c'est un vélo un peu fermé, on va dire. C'est un vélo sur neige, ça vient du BMX, je crois. Tout à fait. En fait, c'est une trottinette, on n'est pas attaché. Il y a juste un leash un peu comme un snowboard pour avoir le snow scoot avec nous en cas de chute, pour pas qu'il dévale la pente forcément. Et c'est un sport qui se pratique avec si en 2 heures vous arrivez à descendre un petit peu de partout quand vous le faites avec quelqu'un qui vous donne les rudiments en fait. C'est vrai que le ski ou le snowboard, c'est beaucoup plus long. Ça reste de la trottinette de toute façon. Hein. C'est pas voilà. Il existe d'ailleurs en version freestyle, sont les images qu'on voit, hein, qui rappellent effectivement le BMX ou éventuellement les motocross, aussi, où il y a des compétitions de ce genre-là. Vous êtes capable, Manu, d'enchaîner comme ça les figures encore aujourd'hui? J'ai eu fait il y a quelques années, mais là, c'est bon, il y a un moment, il faut s'arrêter, puis il faut passer un petit peu à autre chose, c'est sympa. J'ai des enfants qui arrivent aussi doucement, donc... Non, chacun, ça va. C'est bon, j'ai donné, j'ai fait, ça va. Non. Vous parliez de la trottinette, le parallèle avec la trottinette. Je crois que d'ailleurs, les snow scouts évoluent un peu vers ce type d'engin, quelque chose de plus léger, plus maniable. Au niveau du freestyle, il y a des jeunes qui arrivent avec des trottes qui sortent en fait des skateparks, donc plus légères, qui peuvent faire des figures en snowpark, donc le snow scoot en fait est plus léger parce qu'à la base le snow scoot est un petit peu gros et bon, ça n'empêche pas qu'il y en ait quand même qui arrivent à faire des très belles figures, mais il y a un nouveau public qui arrive avec les jeunes des snowparks et ils font des choses, ma foi, assez sympathiques.
Elle est très spectaculaire. Ouais, très spectaculaire, ouais. Alors ça se passe pas toujours comme ça, et voilà, il y a quelques chutes quand même, forcément. Il y a toujours des chutes de toute façon. Hein. On a l'impression que c'est... Parce que Lydie nous disait 2 heures, on y arrive, mais non, il faut quand même du boulot pour arriver à haut niveau. On passe dans les pistes noires, les pistes rouges, ou il faut quand même un terrain particulier Alors oui, on passe. Hein, j'y suis pas passée tout de suite, mais on passe. J'ai commencé par les bleus, les vertes, on n'avance pas, donc c'est pas la peine. Enfin, juste à la limite pour apprendre un petit peu la technique, parce qu'il faut quand même avoir une base. Hein, on se lance pas sur les pistes comme ça. Allez, je vais à fond et tout droit, mais après les rouges, progressivement, on y arrive. L'année dernière, il m'a emmené sur la piste noire olympique à Champs-Rousse. J'ai été très surprise d'y arriver, mais voilà. On y arrive, progressivement, on y arrive. Voilà, tout à fait. Justement, Champs-Rousse qui accueillera ce week-end championnat de France de snow scoot, je crois en version border cross, Manu. Tout à fait, version border cross le samedi sur le parc de Roche-Bay. Voilà, au Sunset Park à Roche-Bay, et à partir de 10h, départ des manches, et il y aura tout un village animation sur le front de neige pour le public, avec des fabricants qui feront essayer les modèles et qui leur diront comment faire également aussi pour découvrir le snow scoot. On pourra tester, donc tout à fait. 6 mètres au cours du week-end. Il y a des cours, l'école de ski, si je vais voir un ESF, je leur demande un moniteur de snow scoot, ça existe ou c'est encore c'est encore assez informel. Il manque, je suis pas exactement au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'ESF. Je sais que dans certaines stations, ça peut se pratiquer, notamment sur Notre-Dame de Bellecombe, parce que je connais un moniteur là-bas, mais il y a des moniteurs ESF qui commencent à 6 mètres. Oui. En tout cas, là, c'est l'occasion ce week-end, si vous voulez tester le snow scoot, voir des champions et puis vous mettre, comme Lydie, à cette discipline, vous montez à Champs-Rouge. Je crois qu'en plus, on annonce beau temps pour le début du festival et pour le week-end en montagne. Merci à tous les 4. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.